et bienvenue dans .vlog numéro 2 qui va parler aujourd'hui des behaviors. Alors, je vous rappelle brièvement parce qu'on en est qu'au numéro 2, .vlog, qu'est-ce que c'est? .vlog, c'est la contrepartie de .blog. Dans .blog, j'y écris des articles de fond et je vais réserver aux démonstrations en vidéo tout ce qui est plus dynamique, tout ce qui est plus démonstration et qui a vraiment plus sa place à l'écran de façon dynamique et manuelle, plutôt que sous forme d'une longue description dans un papier, même si c'est bien fait, même si c'est accompagné de gifs animés, etc. Je pense que c'est mieux quand on le voit à l'écran. Donc, .vlog numéro 2, c'est maintenant, et c'est sur les behaviors. Première question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'un behavior? Un behavior, en anglais, c'est un comportement, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ces comportements qu'on amène dans Xamarin Forms? Il faut aller chercher la raison de leur existence sous Xamarin Forms, tout simplement dans XAML lui-même, puisque les behaviors existent depuis longtemps. Ils ont existé dans Silverlight notamment, dans WPF, et ont été ajoutés, ils n'étaient pas dans les premières versions, ont été ajoutés à UWP après. Alors, ça ne nous dit toujours pas ce que c'est qu'un behavior. Un behavior, donc un comportement, ça veut dire quoi? Un comportement, c'est quelque chose qui englobe une action et une réaction. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui englobe la perception d'un événement extérieur et une réaction. On dit qu'on a eu un bon comportement ou un mauvais comportement. Par exemple, si quelqu'un vous lance une insulte dans la rue, le mauvais comportement consiste à lui mettre un pain directement dans la figure. Le bon comportement consiste à se moquer de ce que la personne a dit et de continuer son chemin, car après tout, la vie est courte, ça sert à rien de s'enquiquiner avec les imbéciles. Donc, un comportement, c'est quelque chose qui vous arrive et la façon dont vous allez réagir à cet événement qui arrive. Eh bien, sous XAML, c'est à peu près la même chose. Même, je dirais même totalement la même chose, puisque un comportement, ça va être un morceau de code qui va s'accrocher à un objet existant et qui va réagir à certaines des modifications de cet objet, aux événements de cet objet, et qui, en fonction du contexte et de ce qu'on lui aura demandé, va enrichir le comportement de l'objet, lui apporter un comportement qu'il n'avait pas au départ, grâce à ce petit morceau de code. Alors qu'est-ce qui fait tout l'intérêt des behaviors? Vous allez me dire, on sait faire ça depuis longtemps. Si je veux rajouter quelque chose à un entry ou à un picker, ben je dérive la classe et puis je rajoute le comportement en question. C'est vrai. Mais d'une part, nous sommes dans le contexte C# XAML. XAML étant lui-même un langage, et un langage sophistiqué, un langage qui permet de faire beaucoup de choses, on aime bien, pour tout ce qui concerne lui, ne le faire qu'en XAML, ou pouvoir ajouter en XAML des choses sans avoir à se soucier du code C#. Les behaviors, dans les Xamarin Forms, tout comme dans toutes les plateformes qui supportent XAML, est avant tout un moyen d'amener dans XAML des morceaux de programmation. Et en XAML, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec des objets, des instances que l'on crée, puisque je vous rappelle qu'en XAML, une balise, dès qu'on ouvre une balise, en fait, on crée une instance et on ne fait que rentrer les valeurs des propriétés sous forme d'attributs dans la balise. Et quand on crée un objet, on veut pouvoir lui accrocher éventuellement ces fameux behaviors. Il va donc y avoir un procédé standardisé qui permet de dire quels sont les behaviors que j'ajoute à cet objet. Et on va pouvoir rajouter comme ça des comportements à un objet ou à un autre, voire le paramétrer et faire des choses de ce genre-là, comme par exemple valider une zone numérique, vérifier qu'une adresse est bien une adresse web en utilisant une expression régulière. Tout un tas de choses que le entry, par exemple, ne fait pas au départ. Et pareil pour n'importe quel autre type d'objet, bien évidemment. C'est principalement sur les entries, sur les pickers, ou des objets comme ça, où il y a une interaction avec l'utilisateur. Enfin, les behaviors ont un énorme intérêt dans le sens où ils entrent de plein pied et légitimement dans cette quête qu'on a depuis longtemps, qui est celle du code unifié, dans celle du code non dupliqué, dans cette recherche du découplage fort aussi, et en même temps de l'économie d'écriture. C'est-à-dire que je peux, dans une application, avoir plusieurs entries. Certains vont contenir des numériques que je veux valider, d'autres ne contiennent pas des numériques, je ne veux pas les valider. Est-ce que c'est utile d'aller modifier une classe, de créer une classe spécifique, alors que je peux juste avoir un petit morceau de comportement que j'ajoute quand je veux valider un numérique et que je n'ajoute pas dans le cas contraire. Donc économie de code,
partage de code bien évidemment, et puis une logique de découplage fort, puisque les comportements peuvent être dans des collections entières de comportements qu'on va rajouter de cette façon, à la volée comme ça, en XAML. Voici ce que sont les behaviors, et voilà comment on peut s'en servir sous Xamarin.Forms, autant que sous n'importe quelle plateforme XAML qui les supporte. On va passer à un petit exemple trivial, parce que je n'oublie pas que le vlog doit rester un vlog, c'est-à-dire que c'est pas 2 heures de vidéo. Je produis des fois des vidéos qui font 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est pas le cas des vlogs, je veux qu'ils restent courts. Donc on va voir un petit exemple, c'est juste pour vous mettre le pied à l'étrier sur ces behaviors, vous montrer que c'est facile à faire, que c'est très puissant, et comment s'en servir tout simplement. Donc on y va dans 2 secondes. Alors la première chose, pour démontrer un behavior, il nous faut une petite application de démo. Nous allons créer une nouvelle application, nouveau projet bien évidemment dans ce cas-là, ça va être un projet cross-platform, une application Xamarin.Forms, on va l'appeler Behavior Demo. Il nous demande quel modèle nous voulons utiliser. Pour ce genre d'exemple, on part du modèle blanc, c'est-à-dire dans lequel il n'y a quasiment rien, à part une main page qui contient juste un label avec bonjour les Xamarin.Forms. Puis, sous quelle plateforme on va travailler? Comme j'ai déjà dit, dans les vlogs, hormis si c'est un intérêt vraiment très particulier, je ne montre que le code Android, puisque pour iOS, ça marchera exactement pareil, mais ça m'oblige à brancher le Mac sur le réseau, bref, de faire marcher l'émulateur à distance, etc. C'est plus enquiquinant et ça apporte pas grand-chose. Et quant à UWP, le plus souvent, on démontre des fonctionnalités qui sont celles d'un smartphone qu'UWP possède, mais les Windows Phone n'existant plus, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Alors là, en l'espèce, on pourrait garder l'application UWP, et c'est ce que je vais faire, parce que les behaviors fonctionnent dans les 2 cas, et on verra que dans une application UWP, ça marche pareil. Donc on va avoir une application cross-platform, qui va marcher sous Android, et sur un PC, éventuellement sous iOS aussi, et qui va gérer donc des behaviors. Alors on dit OK, Visual Studio va créer le projet et la solution pour nous. On revient dans 2 secondes quand c'est fait. Nous y voici. Le projet et même la solution a été créé entièrement. Vous pouvez le voir sur la partie à droite avec le projet en .NET Standard qui est notre projet Xamarin.Forms et le projet Android ainsi que le projet UWP. J'ai mis à jour au passage Xamarin.Forms et .NET Standard qui souvent par rapport aux templates fournis doivent être mis à jour. J'ai compilé les 3 projets pour m'assurer qu'ils étaient bien réglés et compilables. Et donc, on va pouvoir commencer. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, que je vais agrandir, nous avons une main page qui contient uniquement le fameux label Welcome to Xamarin.Forms. Donc, Welcome to Xamarin.Forms pour vous tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça sera une bonne introduction. Pour ceux qui connaissent, eh bien, on va passer à quelque chose d'un peu plus compliqué, comme je l'ai déjà dit dans le vlog précédent. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer à programmer, juste un dernier mot sur les behaviors eux-mêmes, car des fois on les confond avec les triggers. Alors je ne vais pas rentrer ici dans un papier de fond, puisque ça serait le rôle d'un papier sur notre blog, mais en gros, les triggers sont, comme leur nom l'indique, en anglais des déclencheurs. Ce sont des choses des codes qui vont être déclenchés selon certains événements, là aussi. Donc c'est très proche, c'est pour ça que la confusion peut exister, mais pas exactement dans le même contexte et pas exactement pour faire les mêmes choses. Le behavior, de son côté, permet plutôt d'étendre les possibilités d'un objet en attachant des nouveaux comportements. Ici, on va en rester à cette nuance, en attirant votre attention sur cette nuance qui existe entre ces 2 approches, qui sont assez similaires l'une et l'autre. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au behavior. Alors, les behaviors, on ne va pas en parler n'importe comment, on va essayer de se définir un cadre dans lequel pouvoir tester un tel behavior. Donc, on va avoir dans notre main page tout simplement un picker qui va permettre de sélectionner un certain nombre de choix. Après, nous allons rajouter un behavior qui permet de modifier la couleur de l'élément sélectionné en fonction d'une règle que nous allons écrire dans notre behavior, et on verra comment on peut ajouter le behavior après coup, parce que c'est ça qui est intéressant, on n'est pas obligé de l'avoir prévu dès le départ dans son développement. Et on va voir comment les mettre en œuvre tout de suite. Voilà, j'ai créé l'essentiel du projet, sauf le behavior pour l'instant, et on va vite remettre ça dans le contexte. Voici la content page, donc la main page, puisqu'il y a une seule page dans ce projet, avec un stack layout, donc une mise en page extrêmement simple, en orientation verticale,
avec à l'intérieur deux objets. Un premier qui est un label, qui vous demande comment vous trouvez le temps aujourd'hui. Et puis en dessous, un picker qui a un titre, votre ressenti, qui est affiché selon les OS et selon le cas, et qui va être relié à trois propriétés du ViewModel. ViewModel que nous allons créer exactement comme on l'a fait la dernière fois, c'est-à-dire que le ViewModel est créé dans la vue XAML, au niveau de son binding context, bien sûr, et on va appeler la création, puisque je vous rappelle que toute balise ouvrante en XAML correspond à un new en C#. Ici, Content Page Binding Context, on ouvre la propriété Binding Context, et local de point MainViewModel demande tout simplement de faire un new de MainViewModel, et bien sûr de mettre le résultat à l'intérieur de Binding Context. C'est une méthode assez simple de faire du MVVM en liant une vue à son ViewModel. À partir du moment où on n'a pas besoin de persistance ou de partager la vue, le ViewModel entre plusieurs vues, c'est une stratégie simple, efficace dans la réalité de gros projets. Comme je l'ai déjà dit, on utilise plutôt des toolbox MVVM qui proposent très généralement de créer des indirections et un découplage un peu plus fort. Mais ça se discute, cette méthode-là en tout cas est très efficace et ne viole en rien MVVM. Une fois que notre ViewModel est créé, donc on a des propriétés à disposition, on va regarder le ViewModel bien évidemment, mais qu'est-ce que l'on va binder dans notre picker? La item source, donc la source des items, qui sera une liste de ratings pour la météo. On va binder aussi le selected item pour savoir quel est l'item courant, donc qui sera relié à selected météo rating, et l'item display binding qui permet de choisir dans l'objet qui va être affiché dans le picker, quelle est la propriété de cet objet qui va être affiché. Pourquoi? Parce que nous avons ici une classe rating. Cette classe rating possède deux propriétés qui sont le rating qu'on va appeler stars, puisqu'en général les ratings ça se fait sous forme de petites étoiles, donc qui est un INT. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contrôle là-dessus, il n'y a pas non plus de gestion d'INPC, c'est une classe de données, donc normalement, il n'y a pas besoin. Et elle va contenir une string, une chaîne de caractères, qui sera la description. Dans notre ViewModel, on retrouve notre ViewModel qui fait appel au MVVM helper base ViewModel, tout simplement, qui est le petit helpers écrit par James Montemagno, j'arriverai jamais à dire son nom en entier sans me mélanger les pinceaux, qui est juste donc un petit helper supplémentaire, puisque un ViewModel doit gérer INPC à chaque fois qu'on modifie notamment une propriété. Donc base ViewModel est juste une petite librairie pour les tests qui permet de combler un tout petit peu ce qui manque au MVVM de base d'Xamarin Forms, et qui nous permettra, quand une propriété change, d'appeler la propriété setProperty, et qui déclenchera derrière le INPC, donc le iNotifyPropertyChanged, qui permet à tout le mécanisme de fonctionner. Donc, c'est une classe qui supporte INPC, on pourrait l'écrire directement. Elle possède une Observable Collection de rating, qu'on va appeler Meteo Ratings, et qui est initialisée directement dans sa déclaration, avec les 5 étoiles possibles, c'est-à-dire minable, moche, correct, sympa et magnifique, avec une valeur de 1, 2, 3, 4, 5, et pour faire vite, on a dans le rating, bien sûr, un constructeur qui permet d'accepter tout ça très rapidement. On a une propriété, le Selected Rating, qui va être exposé en public de cette façon-là. On obtient le Selected Rating qu'on a stocké avant, ou, quand il change, on set la property. Pour l'instant, on n'en fait pas grand-chose de ça, mais c'est le mécanisme complet quand on a un picker. Alors on va déjà voir comment ça fonctionne tout seul, comme ça. C'est vraiment redoutablement simple. Et pour l'instant, il n'est pas question de behavior dans tout ça. Voici l'application qui s'affiche, qui vous demande quel est le temps. Et puis ici, le picker avec quel est votre ressenti. Alors, si on clique là-dessus, quel est votre ressenti? Sous Android, ça se présente comme ça. On a toute une liste. On peut annuler, ou on peut dire que le temps, il est minable. Aujourd'hui, il est semi-moche, hein. Je veux dire, mais on n'a pas donné dans les nuances, sympa ou magnifique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et voilà comment ça fonctionne. Donc vraiment rien de bien extraordinaire. Et bien, il est temps maintenant de passer au cœur du sujet, c'est-à-dire d'implémenter le behavior. Pour l'instant, on a une application extrêmement simple, un label qui propose un titre, et un picker qui nous permet d'aller choisir un certain nombre d'options. Alors ce qu'on va faire, c'est écrire un behavior. Donc un behavior, qu'est-ce que c'est? Un behavior, en dehors de tout ce que j'ai dit, c'est une classe, d'un point de vue technique. Donc on va créer ici, générer, non, bien sûr, ajouter, voilà, une nouvelle classe, que nous allons appeler
météo picker behavior. Alors par défaut, c'est une classe tout ce qu'il y a de plus simple. Bien évidemment, il faut la rendre publique. J'ai jamais compris pourquoi le template par défaut était private. Et puis, il faut lui dire que c'est un behavior. Donc un behavior, tout simplement, ça descend de la classe behavior que l'on voit ici, in Xamarin Form. Mais ce n'est pas seulement un behavior normal, c'est un behavior générique, parce qu'un behavior doit s'adapter à un type particulier d'objet d'interface. Donc nous ouvrons et nous disons classe picker. Donc maintenant ce behavior va pouvoir s'accrocher à un picker. Si on veut l'accrocher à autre chose, ça ne marchera pas. Quelles sont les propriétés, quels sont les événements, quelles sont les méthodes d'un behavior pour l'implanter? Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je vais... voilà, merci Rich Harper. Alt insert pour ceux qui l'ont, pour avoir la liste de ce qui est possible. Et ce que je veux, c'est overrider des membres. Et ce qui va m'intéresser dans le cas d'un behavior assez simple, c'est quand on s'attache au behavior et quand on se détache. C'est-à-dire quand on ajoute le behavior à un objet ou quand on l'enlève, puisque ça pourrait être fait dynamiquement, même par code C# bien évidemment. Donc il faut que le behavior sache quand il est attaché et quand il est détaché de l'objet, il va augmenter ses comportements. Donc voilà, il faut qu'il soit au courant. Donc on a un onAttached to et on a onDetaching from. Alors vous voyez que j'ai deux versions, une qui prend un bindable object et un autre qui prend directement un picker. C'est le principe de notre classe générique. Comme on l'a spécialisé, on va recevoir un picker, et ça on en est sûr. Donc autant utiliser les méthodes qui sont spécialisées pour le picker. On prend attach to, onAttach to et onDetaching from, et on va overrider ces deux méthodes. Quand on va s'attacher, qu'est-ce que l'on va faire? Notre behavior va donc s'accrocher à un picker, et ce qu'il faut qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse, ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est l'élément qui a été sélectionné. Donc on va tout simplement dire que notre bindable qu'on vient de recevoir, point, selected item, ou selected index change dans ce cas-là, plus égal, voilà. Nous avons donc créé un gestionnaire d'événements pour cette partie-là. Immédiatement, et c'est ce à quoi sert au moins au minimum le onDetaching from, quand on va se détacher, il ne faut pas oublier toujours de se désabonner des événements auxquels on s'est abonné. Si on ne veut pas qu'ils traînent dans la mémoire de l'ordinateur des références qui sont fortes et qui risquent de perturber le garbage collector. Dans le onDetaching from, on vient là et on change tout simplement le plus en moins. Donc pour l'instant, on n'a pas fait grand chose d'extraordinaire. On a créé la carcasse de notre behavior qui est spécialisée pour un picker. Il s'est attaché au selected index change pour être au courant à chaque fois qu'il y aurait une sélection qui change à l'intérieur du picker. Et on a créé un gestionnaire d'événements qui pour l'instant est not implemented. Et on va changer ça tout de suite. Alors, ce qu'on pourrait y mettre dedans, c'est pas mal de choses. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Donc on va prendre le bout de code que j'ai collé déjà à côté. Ça sert à rien de vous faire perdre du temps pour ça. On récupère ici un sender, ce n'est pas typé, c'est un object parce que c'est un événement. Donc on va créer une variable, bindable, qui est un picker de sender. Ici on peut transtyper de façon directe puisque on est sûr que l'objet en question sera un picker. Et puis on va déterminer s'il est valide ou pas. Bon, alors, valide, on aurait pu dire, est-ce qu'on est dans la catégorie des temps qui sont agréables ou qui sont désagréables, enfin bon, peu importe, ici on va dire is valid, et on dit que bindable selected index supérieur ou égal à l'item count divisé par 2. Parce que si vous regardez dans le view model comment sont rangés les classements sur les 5 étoiles, les deux premières sont pas terribles, à partir de la troisième on est moyen, et celles qui sont vraiment
très bien sont la 4e et la 5e. Donc si on fait un divisé par 2 d'une liste de 5 en division entière, on aura le résultat qui nous intéresse. Bon, dans un programme réel, on aurait un test un peu plus sophistiqué qui pourra dépendre bien sûr de paramètres passés au behavior. Les behaviors peuvent aussi déclarer des propriétés. Quand on va considérer que le choix de l'utilisateur est valide, on va laisser la couleur par défaut de l'EI pour le piqueur. Sinon, on va passer dans une couleur différente, voyante. Ici, j'ai choisi une espèce de corail. On va voir ce que ça va donner. Mais avant tout ça, il va falloir le déclarer dans notre code d'XAML. Donc ici, on résume, j'ai créé une classe toute bête, météo piqueur behavior. Elle descend de behavior générique qui s'accroche à un piqueur et pas à autre chose. Je vais faire un override de 2 méthodes importantes qui sont unattached_to et undetaching from. Je peux directement prendre les versions qui sont typées puisque grâce au générique, je sais que je ne peux être attaché qu'à un piqueur. Et ici, c'est souvent le cas, on commence par détourner un ou plusieurs événements, et donc à créer un gestionnaire d'événements qui se trouve ici, et qui lui va modifier justement, c'est le fameux comportement ajouté, c'est le fameux comportement différent que le behavior va amener à l'objet alors qu'il ne le possède pas. Et on va pouvoir l'amener à n'importe quel piqueur qu'on pourrait déclarer dans notre application, sans jamais avoir besoin d'écrire une classe dérivée de piqueurs. C'est vraiment là l'intérêt de maintenir une librairie de classes de piqueurs personnalisés qui font ceci, qui font cela. Et si on a 2 behaviors par exemple, l'un qui change la couleur dans ce cas-là, puis un autre qui crée un souligné ou qui crée quelque chose d'autre, vous vous rendez bien compte que déjà avec 2 behaviors différents, si je dois faire des sous-classements, ça nous fait déjà 4 cas possibles. Il nous faut déjà une classe, la classe de base, une classe qui aurait le behavior 1, une classe qui aurait le behavior 2, et une classe qui aurait le behavior 1 et 2. Ça fait 4. Alors qu'ici, on garde un seul piqueur, le stock piqueur, celui de base de Xamarin.Form. On écrit 2 behaviors, et quand on a envie, on les ajoute au piqueur. L'avantage est bien évidemment extrêmement intéressant, surtout dans la notion de partage de code, de ne pas se mélanger avec des librairies qui ont 50 classes inutiles, etc. Bref, regardons maintenant notre main page. Notre main page, on avait un piqueur. Alors j'avais laissé séparer la balise en 2, alors qu'on aurait pu la fermer directement ici, hein. Mais je l'ai laissé séparer en 2, pourquoi? Parce que ça va être l'endroit où on va insérer, bien évidemment, l'appel à notre behavior. Dans le piqueur, il y a une propriété behaviors, avec un S, ce qui veut dire qu'on peut en mettre plusieurs, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Et on ouvre cette balise, qui est une liste, et dans laquelle on va créer une instance de notre local météo piqueur behaviors. Rien de plus simple, et il n'y a rien de plus à faire. Alors juste petite correction, entre le texte que j'avais prévu de taper et le nom du behavior, c'est météo piqueur behavior et pas validator. C'était pour ça qu'il ne le trouvait pas. À noter aussi que je vous ai épargné plein de temps d'attente, parce qu'avec la dernière mise à jour qui est arrivée 1 heure avant que je tourne cette vidéo, et donc j'ai un peu les abeilles, il faut en fait nettoyer tout le projet avant de recompiler, sinon ça se déploie pas. Bon, je verrai plus tard, mais ça fait perdre beaucoup de temps. Donc, je vous ai fait gagner tout ce temps-là. On va lancer notre application, ça compile, et j'espère que ça va se déployer, sans que j'ai besoin de faire un autre tour de passe-passe. Et voici notre application qui va apparaître dans une seconde. Dire que j'ai une machine de compétition, ça me fait un peu de la peine quand on voit le temps que ça met. Comment est le temps aujourd'hui ? Alors j'ai squeezé un petit peu pour que le titre s'affiche correctement, et il nous demande notre ressenti. Donc jusqu'à là, notre application n'a pas changé ni d'aspect en dehors de la correction du titre, ni de fonctionnement, puisque je peux venir ici, et j'ai mon piqueur qui apparaît. Alors on va voir que si je dis magnifique, pas grand chose se passe. Si je dis sympa, pas grand chose se passe. Si je dis qu'il fait moche maintenant, le piqueur, la zone visible une fois qu'on a utilisé le piqueur, devient de couleur corail. Minable, c'est pareil. Correct, bien sûr, puisque 5 divisé par 2 en division entière, ça nous fait 2. Donc les 2 premiers éléments qui sont véritablement négatifs apparaissent en rouge ou en une couleur surlignée, et les 3 qui sont à peu près convenables, de correct, sympa et magnifique,
vont fonctionner correctement. Alors c'est pas une méthode absolument extraordinaire pour gérer ce genre de choses, on pourrait avoir un paramétrage en disant quels sont les mots qu'on veut, etc. Enfin peu importe, vous avez de l'imagination, vous êtes capable de transposer ça comme vous le voulez. On pourrait se demander si, avec tout ça, on peut faire d'autres choses. Oui, on pourrait très bien mettre ce behavior maintenant sur un autre picker ailleurs dans notre application sans tripoter aucun code, juste en rajoutant les quelques lignes qui sont ici, qui sont pickers, behavior, et on irait piocher ce météo picker behavior. On pourrait se demander si on ne peut pas complexifier les choses. On peut très bien créer des propriétés à un behavior pour paramétrer son fonctionnement. Imaginons qu'ici on veuille pouvoir lui donner la couleur. Alors sans faire trop complexe, on va donner la possibilité de paramétrer la couleur dans le cas des valeurs qui sont not valides. On va créer une propriété public color bat color avec un get et un set. Pas de gestion d'INPC ici, c'est quelque chose de très simple. Et il faut bien l'initialiser, donc on a rajouté un constructeur à notre behavior, et il l'initialise à la couleur corail, comme on l'a vu. Donc là, si on ne change rien à notre application, on devrait avoir le même comportement. L'application se déploie. Quel est le temps aujourd'hui? Votre ressenti? Minable, c'est comme ça. Moche, c'est comme ça. Correct. Rien n'a changé. C'est normal que rien n'ait changé, puisque la propriété qu'on a ajoutée au behavior, on ne s'en sert pas. Donc ici, dans notre code XAML, on va tout simplement pouvoir faire appel maintenant à cette nouvelle propriété qu'on a créée. Rappelez-vous, elle s'appelle batColor, d'ailleurs IntelliSense nous le propose, et comme c'est une color, nous avons accès à toutes les couleurs. Et là, on va demander par exemple une couleur un peu transparente, sinon on ne va plus rien lire. Il faudrait changer la couleur de... un deep pink. Voilà. Maintenant que nous avons changé cette couleur, on va pouvoir relancer notre application. On avait oublié de mettre batColor et j'utilisais toujours en dur la couleur corail. Le projet redémarre et maintenant, à notre plus grande joie, je l'espère, nous allons pouvoir vérifier que tout fonctionne comme avant, sauf la couleur qui est devenue un deep pink, donc une espèce de rose profond. Voilà. Donc comment on peut rendre un behavior paramétrable? Voici la façon la plus simple. Bien évidemment, ici, on pourra avoir un binding à une autre propriété du viewModel, par exemple. Vous comprenez qu'on peut commencer à aller assez loin, et tout ça avec un même code qui n'aura jamais besoin d'être touché, sauf si on veut lui faire autre chose, bien évidemment. Mais ce comportement-là va rester le même tout le temps, et on pourra l'accrocher sur n'importe quel picker. Et si demain on se dit, ah oui, mais dans les pickers, on a besoin d'une autre possibilité qui est celle-ci ou celle-là, on développera un autre behavior, et dans les pickers qui le mériteront, on ajoutera le deuxième, voire le troisième behavior, et ça permettra de faire évoluer notre code sans remettre en question l'objet de base. Donc ça, ce sont les behaviors, c'est super pratique. Il y a pas mal d'autres possibilités autour des behaviors et j'espère juste avoir piqué un peu votre curiosité pour que vous alliez voir les documentations, parce qu'on peut ici déclarer aussi des propriétés attachées dans un behavior pour faire d'autres choses. Bref, c'est quelque chose d'assez puissant et regardez ça. Et puis je réfléchis quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un petit papier, cette fois-ci écrit, qui vous permettra de faire une différence bien nette entre les triggers et les behaviors, malgré leur grande ressemblance. C'était pas le sujet de ce vlog. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce deuxième épisode de notre vlog. J'espère que ça vous plaît. Faites-moi vos commentaires, parce que pour l'instant c'est un format en cours de création, donc trop long, trop court, tout ça. Donc j'ai besoin de votre avis. N'hésitez pas. Laissez des commentaires aussi sur YouTube et pas seulement sur notre blog, parce que bien évidemment c'est sur YouTube que les commentaires sont pris en compte dans l'activité de la chaîne, ce qui permettra que les épisodes de notre vlog soient présentés spontanément à un peu plus de personnes que s'il n'y a pas d'activité sur la chaîne. Donc aussi abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être prévenu. Bref, tout ça, vous le connaissez déjà. Donc je vous remercie infiniment. Et puis au prochain 3e numéro de notre vlog. À bientôt et stay tuned.